Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Voyez cette photographie, elle date de 1925. Nous sommes sur un pont de lianes qui est suspendu au-dessus des flots de l'énorme fleuve Congo. 1925 en Afrique, et sur ce pont de lianes, un homme qui prend la pose. Il est élégant avec sa chemisette et ses pantalons légers, assez serein. Le chapeau colonial rond sur la tête, bien entendu, la main droite sur une liane et dans la gauche un livre. Ah oui, toujours un livre. André Gide, car c'est lui bien sûr dont il s'agit, plus qu'un aventurier, est en vérité un érudit. Il a 56 ans, Gide à l'époque, c'est un écrivain plus qu'établi. Il a participé à la création de la Nouvelle Revue Française, la NRF, publié des romans qui ont été d'immenses succès, L'Immoraliste, Les Caves du Vatican, La Symphonie pastorale, mais alors qu'il s'apprête à publier Les Faux Monnayeurs, il a éprouvé le besoin de rompre, de changer d'air, de partir, de fuir. Et c'est vers l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, comme on disait à l'époque, qu'il a décidé de mettre les voiles. Elle présente à ses yeux l'attrait de l'aventure, de l'inconnu. Il s'y est, je cite, précipité comme dans un gouffre, c'est ce qu'il écrira. Il a lu, cependant, le roman de Joseph Conrad dont je vous parlais l'autre jour, Au cœur des ténèbres. Au cœur des ténèbres est paru, rappelez-vous, en 1902 sur la colonisation belge, et il sait que ce qu'il risque de découvrir ne sera peut-être pas aussi beau que ce qu'on peut imaginer. Gide a planifié tout ce voyage avec celui qui a été son amant, qui est devenu son ami, Marc Allégret. Marc Allégret a 25 ans, il s'apprête à passer le concours de Sciences Po. Gide voit dans ce voyage l'occasion en quelque sorte d'ajouter la pratique à la théorie, de parfaire l'éducation de Marc, de le soustraire à ses mauvaises fréquentations. Et puis, disons les choses, l'un et l'autre ont l'intention de mener là-bas quelques expériences sexuelles exotiques. Gide en a pris l'habitude, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. À l'époque, ces expériences avec de jeunes garçons n'avaient pas l'air de choquer tellement la population. 1925 donc. L'empire colonial français en Afrique recouvre des territoires absolument immenses. Le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Gabon, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad. Voilà les noms actuels de ces pays qui constituent cet empire. Et Gide, avec son compagnon, prévoit de longer la côte africaine depuis le nord jusqu'au sud, jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo, puis de remonter le fleuve jusqu'à son affluent qui est la rivière Oubangui. Et puis ensuite, on ira par la route vers Fort-Archambault, et c'est là qu'ils retrouveront Marcel de Coppet, qui est un des administrateurs coloniaux français en Afrique. Et tout ça sur le plan, bien sûr, tout ça sur les cartes. Ils ont prévu de pousser ensuite jusqu'au lac Tchad. Si vous regardez le périple dans sa globalité, ça fait environ 3000 km. Et donc le départ est fixé pour juillet 1925. Gide va chercher à faire financer son voyage. Il rencontre le ministre des colonies, c'est Édouard Daladier à l'époque, le ministre des colonies. Il obtient un ordre de mission qui lui garantit sur place l'appui de l'administration coloniale et même la prise en charge de ces transports. C'est colossal, c'est un soutien logistique considérable dans des pays où il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y a pas d'infrastructure, ou en tout cas il y en a très peu. Et en échange, eh bien, il faudra qu'il rédige des rapports. Le ministère s'attend à ce que l'écrivain vante les mérites de la colonisation dans cette Afrique équatoriale française qui est une des perles de l'Empire, etc. On imagine bien que les administrateurs coloniaux qui lui confient cette mission n'imaginent pas qu'il puisse se révéler critique dans ses rapports. Gide a quand même vendu une partie de sa bibliothèque. Il se fait engager par le muséum du Jardin des Plantes pour rapporter des papillons.
Bref, on cherche tous les moyens de trouver des crédits, bien sûr. Et Marc va planifier, Marc Allégret, les étapes, les transports, les bagages. Il achète des cartes, on se procure tout l'équipement nécessaire, l'équipement tropical. Gide écrira le récit du voyage pendant que Marc fera les photos. Quand je dis les photos, et les films, parce qu'on a même une petite caméra. Le 18 juillet 1925, les deux hommes sont à Bordeaux. Ils embarquent à bord d'un paquebot à vapeur qui s'appelle Asie. Ah, pouvoir ignorer que la vie rétrécit devant moi sa promesse. Mon cœur ne bat pas moins fort qu'à 20 ans, écrit Gide. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et les voilà maintenant qui longent les côtes de l'Afrique. Premier choc, je cite, « À Libreville, dans ce pays enchanteur où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, l'on meurt de faim. L'on ne sait comment faire face à la disette. Elle règne, nous dit-on, plus terrible encore à l'intérieur du pays. » Et les voilà qui sont à l'embouchure du fleuve. Nous entrons dans les eaux du Congo. Par place de larges remous circulaires lustrent la grise surface de l'eau. Malgré la violence du courant, le cours de l'eau semble incertain. Il y a des contre-courants, d'étranges vortex et des retours en arrière qu'accusent les îlots d'herbes entraînées. À Matadi, au Congo belge, ils abandonnent le bateau et cette fois, ils ont pris le train en direction de Brazzaville. Et c'est là que Gide et Allégret seront logés par l'administration coloniale, puis par une grande compagnie forestière. Une quarantaine de sociétés privées à l'époque se partagent les 3/4 de la superficie de l'Afrique équatoriale française. Elles exploitent le sol, bien sûr, récoltent le bois, le caoutchouc. Elles s'accaparent l'ivoire, extrêmement important à cette époque. Elles reversent à l'État français une petite partie de leurs bénéfices, mais l'idée, c'est que les colonies ne doivent rien coûter à la métropole, donc il est important que ces entreprises participent. Mais vous voyez bien qu'elles gardent pour elles le gros des bénéfices, bien sûr. Gide n'est pas long à remarquer la cruauté des pratiques coloniales. Je le cite. « Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête », écrit-il. Et il assiste au procès d'un administrateur colonial qui s'appelle Sambry. Un malheureux administrateur envoyé trop jeune et sans instruction suffisante dans un poste trop reculé. Pour imposer aux indigènes, on recourt à une force précaire, spasmodique et dévergondée. Par manque d'autorité naturelle, on cherche à régner par la terreur. Et le tribunal, d'ailleurs, a reconnu les excès. Il condamne Sambry à 1 an de prison avec sursis. C'est quand même une peine assez modérée. Le 5 septembre, les 2 voyageurs, je n'ose les qualifier d'explorateurs, vont reprendre leur navigation sur le fleuve Congo, puis sur l'Ubangi, comme c'était prévu, toujours plus à l'est donc. Ils passent d'une embarcation à une autre. Les autorités coloniales se donnent du mal pour leur assurer des relais de bateaux. À Bangui, le gouverneur met à leur disposition une voiture, une automobile, pour qu'ils puissent s'enfoncer dans la forêt. Je cite de nouveau André Gide. Ce matin, promenade en baleinière vers le lac Tomba. Admirable chant des pagayeurs. La caisse de métal à l'arrière de la baleinière sert de tambour, sur laquelle, avec une grosse bûche, tape un des noirs inlassablement, et la baleinière, toute de métal, vibre toute. Derrière celui qui tape la grosse caisse, un indigène plus jeune armé d'une baguette brise le rythme implacable par un système régulier de syncope dans l'entretemps. Ah, on voulait du dépaysement lorsqu'on prévoyait le voyage depuis Paris. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est servi. Vous écoutez Radio Classique. André Gide et Marc Allégret ne voyagent pas légers, c'est le moins qu'on puisse dire. Entre chaque étape, il leur faut entre 40 et 80 porteurs pour convoyer tous leurs bagages. 48 cantines. Eh oui, mais il faut tout ce qu'on peut imaginer pour affronter, évidemment, l'inconnu de ces régions tropicales. L'administration coloniale rémunère les porteurs au lance-pierre, il faut bien le dire, et Gide va jusqu'à leur faire transporter une baignoire sabot en zinc, parce que tous les soirs, il est très important pour lui de prendre un bain, après le thé qu'il prend avec Marc autour d'une table, sous un arbre. Enfin bref, on transporte quasiment une petite maison avec soi. Ils ont engagé des boys, un cuisinier qui reste toujours là et qui évidemment assure les repas. Le 28 octobre, les 2 compagnons arrivent à Ngoto, on est nettement plus au nord là, et ils vont rencontrer un chef indigène qui s'appelle Samba Ngoto.
Le chef en question leur raconte que les miliciens de l'administrateur de Boda, qui s'appelle Georges Pacha, ces miliciens ont perpétré un massacre 8 jours seulement plus tôt dans le village de Bodembéré. Et l'administrateur a ordonné aux habitants de quitter le village. Ils ont refusé, alors les miliciens sont arrivés, ils ont tué 32 villageois, et parmi les 32, 5 enfants qui ont été enfermés dans une case et incendiés, vifs. André Gide est complètement horrifié et il se renseigne et tout le monde lui confirme la réalité de cette horreur. Et ça va être le tournant du voyage. C'est désormais, il ne s'agit plus d'aller se ravir des beautés des paysages. Gide mène une enquête partout où il passe. Il pose des questions sur les atrocités qui ont pu être commises par les autorités. Et les gens parlent, les gens lui racontent ce qui s'est passé. Un chasseur d'éléphants qui s'appelle Daniel Garon lui raconte une scène absolument effroyable et c'est Gide qui raconte à son tour, je vous le cite. À Bambio, le 8 septembre, pour n'avoir pas apporté de caoutchouc le mois précédent, 10 récolteurs de caoutchouc travaillant pour la compagnie forestière furent condamnés à tourner autour de la factory sous un soleil de plomb et porteurs de poutres de bois très pesantes. S'ils tombaient, des gardes les relevaient à coups de chicotte. Le bal, entre guillemets, commencé dès 8 heures, dura tout le long du jour sous les yeux de messieurs Pacha, l'administrateur, et Maudurier, agent de la compagnie forestière. Vers 11 heures, le nommé Malinguet tomba pour ne plus se relever et Pacha dit tout simplement « je m'en fiche » et il fit continuer le bal. Tout ceci se passait en présence des habitants de Bambio et de tous les chefs des villages voisins. Vous imaginez l'horreur de ce que découvre André Gide et les témoignages concordent. À l'origine de ces persécutions, il y a le refus par les villageois de continuer à travailler pour cette compagnie, la compagnie forestière Sanga ou Bangui, qui impose à tous les villages de fournir du caoutchouc, du manioc, tout ça pour des salaires qui sont même pas dérisoires. Et si les villageois refusent, on leur envoie la milice. Le massacre de 4 miliciens a provoqué des rétorsions, des représailles absolument sanglantes avec des villageois mutilés, tués. L'administrateur Georges Pacha lui-même va évoquer, dans un rapport tout ce qu'il y a de plus officiel, 1 millier de morts. Je cite de nouveau André Gide. En acceptant la mission qui me fut confiée, je ne savais trop tout d'abord à quoi je m'engageais, en quoi je serais utile. À présent, je le sais, et je commence à croire que je ne serais pas venu en vain. Et son intention maintenant, c'est de dénoncer ces exactions perdues dans des forêts d'où d'habitude leur écho ne sort jamais, de les dénoncer au gouverneur général des colonies françaises, qui s'appelle Matteo Alfassa. Le 6 novembre 1925, il écrit donc au gouverneur. Alors il y met les formes, bien sûr. Ma lettre ne devait contenir que des remerciements, mais voici qu'un concours de circonstances inattendues m'a soudain fait dépositaire d'un message que je me hâte de vous transmettre. Voyageant en simple touriste, il peut arriver parfois de voir et d'entendre ce qui est trop bas pour vous atteindre. Gide rédige un rapport détaillé avec les témoignages qu'il a réussi à récupérer ici et là. Il demande une enquête administrative et cette enquête, il l'obtient et cette enquête, elle va confirmer les faits. Gide et Allégret se remettent en route. Ils parviennent le 25 décembre 1926 à leur destination, Fort Archambault, qui est plus au nord. Aujourd'hui, c'est Sarthe. On est dans le Sarthe, c'est le sud du Tchad actuel. Ils se sont enfoncés jusqu'au cœur de l'Afrique. Vous voyez, là, ils sont vraiment très, très à l'est, beaucoup plus loin que même ce qu'ils avaient pensé. Et grâce à tous les moyens qui ont été mis en œuvre par l'administration coloniale et par les compagnies forestières, ils sont en mesure de voir et d'entendre. Et avec des porteurs africains sur des routes plus ou moins édifiées, et qui sont entretenus par les Africains. Sur toutes les routes d'Afrique équatoriale, se félicite Gide, l'administration a pris soin de faire construire tous les 20 km environ des gîtes d'étape qui rendent l'attente inutile. Mais c'est pas parce qu'il admire l'organisation coloniale de toutes ces contrées que pour autant il ne va pas dire ce qu'il a vu et entendu. Il est décidé, comme il le dit, à manger le morceau et tant pis si ça lui met à dos cette administration et les compagnies. 1 mois plus tard, nos aventuriers entament le voyage de retour par un itinéraire plus direct, tout droit à travers le Cameroun. Cette fois, je relis Le Cœur des Ténèbres. Donc, vous voyez qu'on est toujours chez Conrad. Je le relis pour la 4e fois, écrit-il. C'est seulement après avoir vu le pays dont il parle que j'en sens toute l'excellence.
durant le trajet. Ils vont tomber malades, oui, il y a des fièvres à l'époque, André Gide fait des malaises, Marc Allégret a même une rage de dents terrible. Fin avril 27, retour à la civilisation, notre Gide, prodigieuse beauté de la forêt traversée par la ligne du chemin de fer. Nous voyageons dans un fourgon fort bien installé avec nos boys et toute notre fourbie, mais je n'ai plus le goût de rien noter. À Douala, ils vont reprendre le cargo vapeur, ils sont bouleversés, ils sont transformés, on peut le dire, par ce qu'ils ont vu et surtout parce qu'ils ont entendu. En effet, nous avons bouclé la boucle, le navire a levé l'ancre et le mont Cameroun disparaît lentement dans le brouillard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ils sont de retour au printemps 1927, André Gide et Marc Allégret. Marc va sortir son film Voyage au Congo. Gide publiera son livre avec le même titre, Voyage au Congo, puis Retour du Tchad. Il s'agit de dénoncer non pas le colonialisme en tant que tel, mais les abus des compagnies privées. Et dans ce combat, Gide va avoir un soutien de poids en la personne du directeur d'un quotidien de gauche, Le Populaire. C'est Léon Blum, bien sûr, qui va consacrer au voyage au Congo 7 éditoriaux pendant 3 semaines et qui reprend le récit des massacres pour le faire connaître. Évidemment, en face, il y a le parti colonial qui va riposter. L'administrateur de la Banque française de l'Afrique équatoriale et de la Compagnie générale des bois coloniaux, qui s'appelle Jean Weber, va monter toute une campagne de presse contre Gide. Le 13 juillet 27, dans Le Temps, son beau-frère Édouard Julia, qui est médecin de formation, minimise les faits. Il critique la généralisation de cas exceptionnels. Il rappelle que Gide a mobilisé pour une simple promenade d'agrément 80 hommes en permanence. L'écrivain dont nous attendions de savoureux paysages ne nous donne qu'un pamphlet qui voudrait être un rapport d'inspection désordonné. Il est passé à côté de son but, écrit Édouard Julia. Et c'est un journaliste qui s'appelle Pierre Bonardi, qui attaque Gide sur ses mœurs avec une formule extrêmement violente. Il s'est laissé bourrer le crâne avec volupté, écrit Pierre Bonardi. Jean Weber, le directeur de la compagnie forestière, écrit à Léon Blum afin de réfuter toutes les allégations de Gide qui, selon lui, ne seraient que des exagérations. Il explique que les Africains ne doivent leur malheur qu'à eux-mêmes et il remet en cause carrément les témoignages qui ont été recueillis. L'autorité de ces jugements est encore infirmée par la légèreté et la crédulité dont il a fait preuve en édifiant son réquisitoire sur des dires acceptés sans contrôle de 2 repris de justice, l'un noir nommé Samba Ngoto, l'autre européen Daniel Garon. La compagnie forestière s'efforce de seconder l'administration en apprenant à ses employés noirs les bienfaits du travail, écrit-il. Et dans le Populaire du 27 juillet, Gide lui répond, bien sûr, il répond à Jean Weber. « Hélas, je suis allé là-bas et j'ai vu. » Le fameux administrateur, là, Georges Pacha, organisateur des cruautés, est inculpé pour homicide par imprudence et abus d'autorité en raison des décès qui sont survenus à la prison de Boa. Et il est condamné, ce Georges Pacha, avec sursis. Tout de même, il est suspendu pendant 2 mois et sera réhabilité en 1932. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un certain nombre de journalistes de gauche, des socialistes vont porter le débat à la Chambre. C'est le moment du vote du budget des colonies, évidemment, on en profite. Le député Fontanier lit à la tribune des extraits du voyage au Congo d'André Gide. Et c'est ce qui va, d'une certaine manière, donner à ces écrits l'importance qu'ils ont conservée. Le ministre des colonies, c'est à l'époque Léon Perrier, promet d'examiner les conditions de renouvellement des concessions aux compagnies forestières qui est prévu 2 ans plus tard. Autant vous dire qu'on ne se presse pas tellement dans l'administration coloniale d'ici là. Gide n'en saisit pas moins la Société des Nations. C'est-à-dire que là, ça c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. C'est un changement de réflexe assez incroyable dans une époque qui est encore essentiellement nationale. Gide va saisir le Bureau international du travail, le BIT. En 1929, ce BIT va mettre la France en accusation pour travail forcé et le nouveau ministre des colonies, à l'époque, Léon Perrier a été remplacé par François Pietri. Pietri finit par signer un décret qui réglemente le travail public obligatoire aux colonies, ce qui veut dire que le travail de Gide aura porté des fruits très spectaculaires.
En 1935, Gide écrit dans une lettre à son ami Jean Schlumberger, je le cite, « Ce n'est pas en anticolonialiste que j'ai dénoncé les abus dont je fus témoin. Ce n'est que longtemps ensuite que j'en vins par un enchaînement inéluctable à rattacher ces abus particuliers à tout un déplorable ensemble, que je fus amené à comprendre qu'un système qui tolérait, qui protégeait, qui favorisait de tels abus, car il en profitait lui-même, était, de fond en comble, mauvais. Voilà comment un voyageur à la recherche d'exotisme se mue en intellectuel engagé. » Vous écoutez Radio Classique.